Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Kubernetes OVH. J'espère que vous nous entendez tous bien. Tout au long de la présentation, vous pouvez interagir avec nous par texte via la petite zone questions qui se situe dans votre interface. N'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long de la présentation, elles vous seront répondues en fin de session. Et si jamais vous avez des soucis de son ou de vidéo, n'hésitez pas à le partager là aussi, on va regarder en temps réel ce que vous nous écrivez. De mon côté, je suis Maxime Urtrel, je suis Product Manager sur le produit Kubernetes chez OVH. Et j'ai avec moi Horacio Gonzalez et Rémi Van de Poel, qui se présenteront quand ils vont commencer leur partie respective. On est ensemble pour environ 1 heure. On va vous présenter très brièvement la société, puis les concepts clés de Kubernetes. Le cœur de la présentation sera sur les cas d'usage typiques de Kubernetes. Et à la fin, on va également vous présenter un peu les spécificités d'une offre Kubernetes Manager, en l'occurrence celle d'OVH. Voilà, on va commencer tout de suite en fait avec Rémi, qui va vous présenter rapidement OVH. Bonjour à tous, donc je suis Rémi Van de Poel. Je suis évangéliste technique chez OVH pour la partie cloud globalement. Et donc je vais vous faire un petit tour d'horizon sur l'entreprise pour faire un rappel à ceux qui nous connaissent déjà et puis faire une petite découverte en quelques slides de qui on est pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc OVH est un cloud provider qui va avoir une certaine spécificité dans la dans la quantité de ses produits et aussi dans ce qu'on peut avoir au catalogue sur tous les types de cloud. On est présent historiquement sur des serveurs dédiés. Et historiquement, on a commencé à croître avec du private cloud, puis du public cloud, des VPS et maintenant les produits Kubernetes sur cette partie-là. Et on est également provider de storage et d'outils réseau, notamment pour la partie anti-DDoS. Et ça, si besoin, on en reparlera un petit peu plus tard. OVH essaye d'être présent là où c'est essentiel pour nos clients et les différents marchés, que ce soit en Europe ou à travers le monde. On est multilocal. Alors, on pourrait souvent dire qu'OVH est une entreprise globale, mais on tient à préciser qu'on est multilocal, dans le sens où on essaie toujours d'être au plus proche possible de nos clients. C'est pour ça qu'on ouvre des data centers relativement régulièrement pour se rapprocher de nos différents marchés. On essaie d'avoir un focus cloud, même sur des produits qui ne le sont pas forcément, comme le serveur dédié, pour arriver sur des livraisons rapides. Livrer un serveur physique en 120 secondes, ça fait quand même partie des petits plaisirs. Et puis, on est une entreprise qui s'appuie massivement sur des standards mondiaux. Alors, ça peut être des standards d'un type, donc open source, pour pouvoir retrouver la même technologie, peu importe le cloud provider chez lequel on est et ce qu'on peut avoir déjà l'habitude d'avoir on-premise. Et également des standards de marché, comme sur une partie de nos produits, le private cloud, on s'est basé sur VMware. Le fait de pouvoir faire ça, ça nous assure de pouvoir vous proposer et d'ouvrir les API qui vont permettre de piloter les produits, de pouvoir récupérer les mêmes outils et de continuer avec les compétences existantes déjà en interne. Donc ça fait partie des avantages. On est également connu comme étant ce qu'on va appeler un Global Hyperscale Cloud Provider. Donc d'être un provider de cloud qui va avoir la capacité de grossir extrêmement vite et d'arriver dans des marchés sur lesquels on n'était pas présent, avec des ouvertures de data center, etc. Et on est capable de le faire aussi rapidement. Pourquoi? On va regarder ça en quelques chiffres. Déjà parce que l'entreprise a énormément grossi sur ces derniers mois et dernières années. On est 2200 actuellement pour environ 1,5 million de clients. On a également un réseau de partenaires avec lequel on travaille, puisqu'on est concentré sur la couche infrastructure. Ça nous permet d'avoir et de travailler avec des gens qui vont être, eux, sur la couche de service, par exemple, ou sur la revente de nos produits. On est surtout connu pour le nombre de nos data centers et le réseau qui les interconnecte, et c'est pour ça qu'on a besoin d'investissement. Donc il y a eu des plans d'investissement sur 5 ans d'1,5 milliard qui ont été lancés, et ça nous a permis jusqu'à ce jour d'ouvrir 28 data centers et de les remplir avec 350 000 serveurs dédiés. Petite particularité chez OVH, 98% de nos salles d'hébergement de serveurs ne sont pas climatisées. C'est un des différenciants qu'on peut avoir par rapport à ce qui existe sur le marché. Ça nous permet de faire des économies sur la facture d'électricité et du coup d'être un petit peu plus agressif tarifairement. Et autre petite particularité, on produit nous-mêmes nos serveurs.
Alors, on n'est pas fondeur de CPU comme Intel ou AMD, mais on va avoir des chaînes d'assemblage. Historiquement, il y en avait une en Europe. Maintenant, on en a une en Europe et une au Canada pour le continent. Et sur ces chaînes de production, on a la capacité de sortir entre 3 et 6 000 serveurs par semaine. Ça nous permet de pouvoir accompagner les demandes de nos clients, que ce soit pour consommer du public cloud, du private cloud, du serveur dédié. Un point important, Octave avait commencé à parler de ça il y a quelques mois pour l'occasion des summits, etc. On a essayé de recenser un peu les valeurs du groupe. On a trouvé un petit anagramme un peu malin. Donc, on va dire qu'OVH est une entreprise smart. D'un point de vue d'anagramme, ça nous permet de représenter le fait qu'on essaye de rester simple. On va faciliter l'accès à la technologie, par exemple à travers le temps de déploiement, ce qui est là ici, on va en parler en partie avec Kubernetes. Vous allez aller beaucoup plus vite pour attaquer le cœur du sujet. On essaie d'être multilocal, ça j'en ai parlé tout à l'heure, d'être le plus proche de nos clients. L'accessibilité, alors ça va entre la notion tarifaire pour avoir des petits prix, mais ça va aussi sur la prédictabilité de la facture. On essaye de pouvoir avoir des calculs simples qui permettent d'anticiper où on va en être dans sa facturation heure après heure ou mois après mois. La réversibilité, ça fait partie des facteurs clés et des choses sur lesquelles on essaie de s'appuyer énormément dans l'entreprise pour pouvoir avoir un effet de, comme disent nos collègues américains, d'avoir un côté easy come and easy go. C'est très facile de pouvoir migrer chez OVH, mais également, si on souhaite s'étendre sur d'autres clouds ou si on souhaite en repartir, c'est également une des possibilités. Pas de verrou. Et pour évoquer les 4 points précédents, on est transparent. On va pouvoir parler ouvertement de tous les sujets, d'essayer d'être responsable au maximum des avancées technologiques qu'on propose. Et en parlant d'avancées technologiques, si vous nous suivez depuis quelques années, vous avez pu voir que le nombre de data centers a fréquemment augmenté sur ces dernières années. Historiquement, OVH a eu son premier data center à Paris. Il y a une extension sur Roubaix, Gravelines et Strasbourg pour la France. C'était suivi par Beauharnois avec une ouverture pour le marché nord-américain. Ça nous permettait déjà d'être sur 2 continents à l'époque. On suivit des ouvertures sur Asie-Pacifique, Singapour, Sydney, d'autres pays européens pour pouvoir être multilocal en Europe avec Londres, Varsovie et Francfort, sur lesquels on a ouvert des data centers sur les 12-18 derniers mois. Et enfin, une structure de l'entreprise qui nous a permis d'ouvrir des data centers aux US, donc côte est, côte ouest, pour pouvoir couvrir la totalité du marché. Si vous regardez en détail sur la petite carte, vous allez voir les petits logos OpenStack qui vont se trouver sur les bulles de chaque data center. Donc, ce sont les zones dans lesquelles, les régions sur lesquelles on va avoir du public cloud chez OVH et la région sur laquelle on va pour l'instant sortir Kubernetes, donc ça va être sur Gravelines. Donc comme ça vous donne une carte de l'ensemble des data centers du groupe, là où on a OpenStack et du coup, là probablement où se trouveront les prochaines possibilités de Kubernetes pour pouvoir s'étendre de façon géographique. Et juste pour pouvoir faire une synthèse de ces quelques slides, s'il y avait 3 points à retenir sur OVH et ce que ça va pouvoir apporter de faire du Kubernetes chez OVH, ça serait de profiter d'un environnement managé et performant, de pouvoir profiter de toutes les avancées technologiques et des mises en production qui ont été faites sur OpenStack, qui va être la couche sous-jacente en dessous, pour pouvoir consommer de la ressource. Ces ressources, il faut être en capacité de pouvoir les faire grandir ou diminuer. Tous les projets n'atteignent pas une masse critique et parfois doivent être diminués. Et ça, on va être là pour pouvoir accompagner ce côté on-demand. On est un cloud provider. Et en tant que cloud provider, on se doit d'être ouvert à l'hybridation et au fait de pouvoir proposer à nos clients une certaine notion de réversibilité. Et donc ça pourra se faire avec Kubernetes et les technologies sous-jacentes. Donc voilà, s'il y avait 3 points à retenir sur la partie pourquoi ça peut être intéressant de regarder Kubernetes chez OVH, ça serait les trois bons points sommaires.
Alors, avant de rentrer dans le détail de sûrement ce qui vous intéresse le plus dans cette session, c'est-à-dire les cas d'usage de Kubernetes, on va faire une petite session de vocabulaire en fait, pour qu'on sache bien de quoi on parle pour la suite. Et je vais vous parler en fait des concepts clés de Kubernetes, qui sont vrais d'ailleurs dans n'importe quelle utilisation de Kubernetes. Si vous avez déjà eu l'occasion d'expérimenter chez vous ou chez un de nos confrères, vous allez retrouver les mêmes concepts. Essentiellement, Kubernetes, sa mission, son job, c'est de venir orchestrer en fait des tâches logicielles, des workloads logiciels containerisés sur de l'infrastructure de calcul et de stockage. On va donc déjà de manière conceptuelle en fait parler d'un cluster Kubernetes qui dispose de nœuds de travail, ce qu'on appelle les worker nodes en anglais. Donc, ce sont essentiellement des machines, elles peuvent être virtuelles ou non, on y reviendra un petit peu plus tard mais également en fait des composants qui sont cœur de ce qu'on appelle le master, qui va en fait délivrer finalement la mission de Kubernetes. Alors dans la réalité, ces composants master sont eux-mêmes hébergés sur des ressources de calcul. Ils ont besoin eux-mêmes de ressources de calcul. Dans le cas d'un service managé par un cloud provider, elles vous sont fournies de manière transparente par le provider. Maintenant, si on zoome à l'intérieur de ces différents composants, les composants master, donc ce qui vient héberger les composants de fonctionnement de Kubernetes eux-mêmes, on va distinguer en fait 5 composants clés. Le premier étant l'API server, puisque vous allez interagir, on va le voir un peu plus tard, auprès de Kubernetes via une API HTTP. Cette API, vous allez en fait lui donner des ordres, par exemple, déploie-moi tel container sur tel nœud de travail. Ces ordres en fait vont être analysés par un contrôleur manager qui va éventuellement indiquer à un autre composant qui est le scheduler de démarrer cette tâche, d'arrêter cette tâche, de la déplacer, d'en obtenir des informations, des métadonnées, etc. Lorsque vous utilisez un service dans un cloud privé ou public, vous avez un composant essentiel supplémentaire qui est là, c'est le Cloud Controller Manager. C'est lui qui va en fait aller chercher des ressources de calcul et de stockage, ou même de réseau, dans votre cloud privé ou chez votre cloud provider. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que tous ces composants eux-mêmes sont des composants, ce qu'on appelle stateless, sans état, qui peuvent être arrêtés et redémarrés à tout moment de manière transparente pour vous. Et ils stockent tous leur configuration, leur état à un instant T, dans une base de données qui s'appelle etcd, etcd. Et tous ces composants-là, dans le cadre d'une offre managée, vous sont mis à disposition gratuitement et de manière hautement disponible par votre provider, en l'occurrence par OVH. Maintenant, si on regarde comment vous allez interagir avec ces différents composants, on peut dissocier 3 interactions typiques. La première, celle que vous allez vraiment utiliser au quotidien, c'est évidemment vous connecter à un API serveur. Donc, comme vous l'avez compris, je pense par le schéma, chaque client va avoir un endpoint d'API par cluster Kubernetes chez OVH. On est bien sur un API serveur par cluster, par client. Vous allez pouvoir utiliser en fait une myriade d'outils qui permettent de se connecter aux API serveurs complètement standards de Kubernetes. L'outil le plus courant, c'est kubectl, kubectl. C'est un outil en ligne de commande que vous allez retrouver sur les principaux OS. Mais il y a une myriade d'autres outils open source. Vous avez également la possibilité dans votre propre cluster Kubernetes d'installer par exemple des interfaces graphiques, la plus connue étant un Kubernetes Dashboard, auquel vous allez donner les informations de connexion à l'API serveur que vous allez retrouver dans votre espace client et qui vous permettront, via votre navigateur, d'avoir des informations et même d'agir sur certains composants de votre cluster. La deuxième interaction classique qu'on va retrouver, c'est au moment bien de déployer en fait une image Docker. Vous allez pouvoir donc donner un ordre par une ligne de commande ou donner un schéma de déploiement à exécuter à Kubernetes. Et en général, vous allez lui dire où récupérer cette image Docker que vous souhaitez déployer, cette image source, et vous allez pouvoir définir soit le registry public de votre choix, soit un registry privé. À noter d'ailleurs qu'on est en train de finaliser une offre qui vous sera présentée au courant du printemps chez OVH pour la registry privée. Et enfin, naturellement, comme on l'a dit précédemment, le Cloud Controller Manager va lui pouvoir vous mettre à disposition des ressources de calcul et de stockage supplémentaires, donc en l'occurrence des instances publiques cloud pour l'instant chez OVH pour les nœuds de travail, et des volumes persistants pour héberger vos données persistantes, ainsi que des load balancers managés.
Demain, un peu plus tard, chez OVH, vous allez pouvoir maîtriser au travers de ce Cloud Controller Manager, par exemple, des nœuds de travail bare metal. Ce sera un des différenciants de l'offre OVH. Si on regarde du côté des nœuds de travail, donc finalement, ce sont les machines qui vont héberger vos workloads métiers, qui seront spécifiques à chacun de nos clients et à chacun de vos clusters. Eh bien, ces workloads, évidemment, ils sont sous forme de conteneurs, en l'occurrence de conteneurs Docker. Et Kubernetes a identifié un vocabulaire spécifique. On va parler de pod. La pod, en fait, le pod, finalement, c'est l'unité unitaire de travail au sein de Kubernetes. Ça va en général correspondre à un conteneur ou un ensemble indissociable de conteneurs qui vont toujours être déployés simultanément. Un concept qui revient régulièrement est le concept de sidecar, par exemple. C'est un conteneur qui va toujours interagir avec un autre conteneur, on va toujours les déployer ensemble. Et cette unité de calcul, on va l'appeler le pod. Pour faire tourner ces conteneurs et donc ces pods sur votre nœud de travail, bien évidemment, ce nœud de travail, qui est une machine encore une fois virtuelle ou physique, a un système d'exploitation installé. L'avantage d'une offre managée, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de ce système d'exploitation. C'est Cloud Provider qui vient l'installer et dans notre cas également le maintenir à jour, mais également des composants propres à l'orchestration de conteneurs et à Kubernetes, qui sont le kubelet, le kube proxy et le container runtime, en fait, finalement, donc le runtime qui permet d'exécuter des conteneurs Docker, qui sont encore une fois installés et maintenus par votre cloud provider sur l'ensemble des worker nodes. Voilà pour la partie théorique, entre guillemets, pour le vocabulaire, et je vais passer la main à mon collègue Horacio pour la partie use case. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Horacio González. Vous apercevez peut-être un petit accent si vous vous concentrez. Ça vient du fait que je suis espagnol et malgré 20 années en France, l'accent ne veut pas partir. J'espère que cela ne va pas trop vous embêter pour cette partie de webinaire. Donc, je vais vous parler de quelques use cases de Kubernetes. Maxime, voilà. Je vais vous parler de quelques use cases de Kubernetes. Et je vais vous parler surtout de pourquoi Kubernetes dans un premier temps. En fait, ces dernières années, surtout, on voit Kubernetes partout, c'est devenu les buzzwords à la mode. On va essayer de voir qu'est-ce que ça peut apporter, dans quel cas c'est intéressant, dans quel cas c'est un peu moins intéressant. Et le premier cas, pourquoi Kubernetes a vraiment commencé à être utilisé, vient de l'époque où on a commencé à utiliser des containers partout. Il y a 5, 6 ans, Docker est devenu à la mode parce que ça répondait à un besoin. Ensuite, c'est devenu aussi un buzzword assez important et on arrivait au point où il fallait pouvoir structurer ce qu'on faisait avec les containers. Je vais essayer maintenant un exercice périlleux, c'est prendre la main pour pouvoir griffonner pendant que je parle. Je ne sais pas si ça va bien marcher. C'est la première fois qu'on l'essaye. Un instant. Hop. OK. Et normalement, vous devriez voir maintenant mon petit écran. Donc, l'idée, c'est, une fois qu'on a Docker, on a tendance à avoir des containers partout. Des containers qui commencent à tourner. Et on a tendance à découper nos applications en différents services, on va dire microservices, services atomiques, comme vous préférez. Certains de ces services sont stateless. D'autres, même si à l'origine Docker n'était pas trop pensé pour, sont devenus vite stateful. Ça veut dire qu'on avait un container et ce container-là était par exemple un moteur de base de données. Donc, il avait besoin d'écrire les données quelque part. Pour ça, on associait un container en montage vers le disque physique dans la machine dans laquelle le container tournait, par exemple. Et donc, on s'est retrouvé que pour déployer une appli à taille moyenne, on devait jongler avec une petite dizaine de containers. Certains avaient des montages disques qu'il fallait faire tenir et il fallait coordonner tout ça. Et quand un container mourait, il fallait être capable de le redémarrer. S'il était stateless, c'est pas trop compliqué. Si c'était un de nos containers stateful qui mourait, il fallait être capable de le redémarrer
et de l'associer le même montage disque si on ne voulait pas perdre nos données. Et si en plus on voulait être sûr que les bons containers parlaient entre eux, bah, ça devenait plus compliqué. Donc, vite, on est arrivé au point que c'était compliqué de pouvoir gérer ces containers-là à la main. Et pour ça, un concept est apparu. L'idée d'un logiciel, une infrastructure qui nous permet de coordonner ces containers-là, un orchestrateur de containers. Il y a eu plein qui ont été utilisés pendant longtemps. Les premières que j'ai utilisées, par exemple, s'appelaient Rancher. Et à l'époque, c'était une petite appli web qui permettait juste de définir, tiens, j'ai vu que tel container tourne et j'ai vu que tel container a un montage disque de tel type associé. Et vers 2016, bah, le marché a complètement changé. Le marché a complètement changé parce que Google a libéré en open source une partie de l'outillage qui est utilisé en interne. Google, depuis déjà une bonne dizaine d'années au moins, ils se sont attaqués à mettre tous les applis sur container. Ils n'ont pas utilisé Docker, ils utilisaient leur propre système et ils arrivaient vite à la même problématique dont je vous parlais là, sauf que c'est fois 1000, fois 10 000. Ils avaient énormément de containers. Et ils ont conçu un système qui s'appelait Borg, un petit hommage à Star Trek, la race de robots qui colonisait tous les autres, parce que quelque part, c'était cette philosophie-là. Tous leurs containers allaient être pilotés par Borg. En 2016, ils ont libéré le cœur de Borg. Ils ont enlevé les liens qu'il y avait avec le moteur de containers de Google et ils l'ont libéré pour qu'ils puissent utiliser directement des containers Docker. Et donc, c'était l'origine des projets Kubernetes. Et ensuite, pour garantir la pérennité des projets, c'était mis dans une fondation, la Cloud Native Foundation. Il y a des contributeurs qui aujourd'hui, la plupart sont hors Google. La gouvernance se fait hors Google, donc c'est un projet open source vraiment dans les règles de l'art, mais à l'origine, il vient de là. Et donc, qu'est-ce qui nous permet de faire Kubernetes? Ben, ça va nous permettre de façon déclarative d'écrire notre infrastructure, d'écrire tout cet ensemble de containers. Tiens, il va me falloir un container avec un front-end qui va être telle image Docker. Ensuite, il va me falloir un container qui va être telle image Docker avec un moteur de base de données et qui va avoir associé un volume réseau persistant, qui va avoir telle taille-là. Et tiens, j'ai envie de m'assurer que le container front-end, au moins, il tourne 3 fois, qu'il y a toujours 3 instances disponibles. Et au maximum 6. Donc, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de charges, qu'il puisse monter jusqu'à arriver à 6 instances. Donc, tout ça, je le fais de façon déclarative par des fichiers de configuration que je peux adapter et mettre à jour à tout moment. Et Kubernetes va se charger que ce que j'ai déclaré soit distribué dans les nœuds workers dont Maxime nous parlait. Je reviens un instant vers mes slides. Hop, présentateur. OK. Et donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de Kubernetes parce qu'on parle aussi beaucoup de microservices. Certes, si on a des architectures microservices avec des dizaines et des dizaines de services, chaque service va avoir un ou plusieurs containers, les services vont devoir parler les uns avec les autres. L'intérêt de Kubernetes est indéniable. On va pouvoir déployer toutes ces infrastructures-là et on va pouvoir ensuite la reproduire comme on veut. Mais même si on n'a pas une architecture microservice, même si on a une application d'entreprise plus ou moins traditionnelle, au moment où on commence à la mettre sur container, on va arriver à des résultats semblables. À minima, on va voir 1, 2, voire 3 images différentes pour le front-end, 1 ou 2 pour le back-end, et une base de données. Ça, déjà, réussir à les déployer, à les maintenir vivants, à les maintenir en état de marche, et tous ces containers-là à la main, c'est compliqué, c'est pas efficient. Et là, Kubernetes, ça peut nous aider. On n'a pas besoin d'avoir une vraie architecture et microservices dans les règles de l'art pour trouver Kubernetes intéressant. Donc, on va revenir à un cas relativement simple. On a simplement des applications
dans des containers qu'on veut faire tourner. En quoi Kubernetes ça peut m'aider? Et ça va me permettre aussi de revoir certains des concepts que Maxime a évoqués tout à l'heure. Donc, Kubernetes a le concept de service. Il est orienté à la base l'idée de microservices, mais service, c'est quelque chose que vous voulez exposer à vos utilisateurs. Donc, vous voyez dans le dessin, c'est la couche de milieu. Il fait une différenciation très claire entre les services, ce qu'on expose à l'utilisateur, et les pods, là où les images ou les containers tournent. Donc, nous, on va déclarer d'un côté les services qu'on peut exposer et de l'autre côté les déploiements. C'est-à-dire, pour tel service-là, pour le service A, j'ai envie d'exposer ce service-là avec tel container qui est dans telle image, et j'ai envie que ce container-là, il y a minima 3 instances qui tournent tout le temps, au maximum 7, qu'il s'adapte à la charge, etc. Ça, c'est dans la partie déploiement qu'on le fait. Vous voyez qu'il y a les pods et il y a un réplica set. Le réplica set, c'est un objet Kubernetes où vous décidez, comme je vous disais, cette idée-là de combien d'instances différentes vont tourner. Ces instances-là, ils peuvent tourner dans des nœuds différents, dans les mêmes nœuds. À la base, ce n'est pas votre problème. C'est Kubernetes et une partie de master Kubernetes, que c'est le scheduler, qui va se charger d'envoyer ces pods à droite et à gauche. Par défaut, il va essayer d'équilibrer la charge au maximum entre vos différents nœuds. Vous pouvez aussi, de façon déclarative, le dire « Non, tu utilises plutôt tel nœud parce qu'il y a plus de puissance de calcul ou tel autre parce qu'il y a plus de mémoire. » Mais ce qu'il fait par défaut, c'est déjà une des actions les plus safe et smart. Il va partager la charge. Ça nous permet aussi de voir une autre caractéristique de Kubernetes, c'est que par défaut, il va ajouter beaucoup d'abstractions, de bonnes couches d'abstraction qui vous permettent de vous affranchir des détails bas niveau. Mais si vous avez besoin de ces détails bas niveau, par exemple, vous voulez déployer un pod spécifique dans un nœud spécifique, vous allez quand même pouvoir le faire. Donc, on a nos services, nos déploiements avec les pods et les réplica sets, et au-dessus, il y a une autre brique que c'est un ingress. L'ingress, c'est une brique Kubernetes que basiquement, ça va être un reverse proxy. Ça va nous permettre, depuis un point d'entrée unique, adresser plusieurs services, soit par les schémas, si c'est des HTTP, soit par d'autres paramètres. En gros, ça va être un point d'entrée unique pour adresser plein de services. Et nous, dans cette image-là, vous voyez un load balancer. Le load balancer, c'est un exemple de comment Kubernetes traite avec des infrastructures qui ne sont pas sous Kubernetes. En gros, vous, de façon déclarative, vous allez dire, tiens, mon ingress qui est là a besoin d'un point d'accès ouvert sur Internet. Comment est-ce que je lui donne ce point d'accès? Je vais, de façon déclarative, dire, j'ai besoin d'un load balancer ouvert sur Internet qui me forwarde le trafic de port 80, par exemple, sur mon ingress. Vous ne savez pas comment ce load balancer est implémenté. Kubernetes, lui, quand on l'a installé, on a défini qu'est-ce qu'on va lui proposer comme alternative de load balancer. Et quand vous déclarez un load balancer, c'est Kubernetes via une brique que c'est le contrôleur cloud qui va faire la demande auprès de load balancer externe, qui va les configurer et qui va ensuite faire le lien entre ce load balancer externe et l'ingress qu'il y a à l'intérieur. C'est la même chose quand vous avez besoin d'un volume disque, quand vous avez besoin de n'importe quelle ressource qui n'est pas directement en Kubernetes. Kubernetes va pouvoir, s'il est bien configuré, récupérer des ressources d'autres infrastructures de façon transparente pour l'utilisateur qui déploie les applications. Donc, ingress, on a vu, service, déploiement, pod, sidecar. Le concept de sidecar est très intéressant. Comme Maxime disait tout à l'heure, dans un pod, normalement, il y a un container principal. En gros, l'application, le container qui a l'image de l'application que vous voulez exécuter. Mais sur les pods, on peut faire tourner d'autres containers. Par exemple, un container pour récupérer les métriques de l'application et les remonter vers un serveur pour faire de l'observability. Ou un container pour faire un proxy réseau et filtrer les trafics réseau qu'on n'a pas envie de laisser sortir. Ou un container pour prendre des logs et les envoyer vers un logstash.
tous ces containers auxiliaires, c'est des sidecars. C'est des containers qui tournent dans les pods dans des fonctions de support. Et l'avantage, c'est que vous, quand vous déclarez votre infrastructure, vous allez déclarer les containers principaux et vous pouvez aussi déclarer au même moment, après, à la mano ou en utilisant des solutions packagées, des sidecars qui vont s'injecter dans vos pods et qui vont donner de nouvelles fonctionnalités à ces pods. Maxime, tu peux... Voilà. Là, c'est un exemple, c'est tiré des blogs OVH. On a fait un billet il y a 2 ou 3 semaines sur comment monitorer un cluster Kubernetes. On donne plein de pistes pour monitorer vos clusters. Donc, n'essayez pas de comprendre trop les graphiques, plutôt allez lire les billets de blog, vous verrez plus clair. Mais l'idée qu'il faut tirer, c'est qu'effectivement, d'un côté, dans Kubernetes, dans chacun des pods, on peut ajouter d'autres pods, d'autres sidecars pour faire des fonctionnalités, comme par exemple, dans ce cas, le monitoring. Mais aussi, on peut mettre dans le nœud des pods spécifiques dédiés au monitoring. Par exemple, c'est C-Advisor que vous voyez dans ce nœud-là. C'est une application qui va récupérer les métriques de nœud de la machine virtuelle, de l'instance dans laquelle le nœud tourne, pour avoir des métriques réseau, CPU, consommation, etc. Et tout ça va remonter vers d'autres applications, cette fois internes à Kubernetes, mais qui tournent aussi sur des nœuds, comme sont les métriques serveurs, qui va récolter tous les métriques de Kubernetes, de vos pods, et qui va les mettre à disposition via une API. Et vous pouvez aussi déployer, dans ce cas, des choses comme un Prometheus Server qui agrège toutes ces métriques et qui les envoie vers un service de monitoring externe, comme c'est notre OVH Observability. En gros, une fois que vous avez un cluster Kubernetes, vous pouvez déployer vos applicatifs, ce qui est plus ou moins en orange, mais vous pouvez aussi déployer d'autres modules de Kubernetes qui permettent d'enrichir les fonctionnalités. Tout ça, il faut garder en tête que dès le début, Kubernetes a été construit avec l'idée de modularité. Toutes les fonctionnalités sont extensibles. Tous les objets avec lesquels il travaille sont extensibles. Vous pouvez à tout moment étendre les fonctionnalités de Kubernetes. Et comme le projet est devenu énormément populaire, il y a des centaines, et là, j'exagère pas, des centaines de projets autour qui vous permettent de faire la plupart des choses que vous pourriez avoir besoin sur un cluster Kubernetes. Voilà. Donc, avec Kubernetes, vous pouvez déployer vos architectures microservices. Avec Kubernetes, vous pouvez déployer des architectures plus classiques, l'étude d'une façon déclarative. Vous pouvez ensuite monitorer, récupérer les logs, éteindre les fonctionnalités. Mais il y a une autre fonctionnalité de Kubernetes qui pour moi est très importante. C'est le fait que c'est, comme je vous disais, une infrastructure déclarative. Via des fichiers YAML, je vais pousser des instructions à Kubernetes et à tout moment, je peux récupérer l'état de Kubernetes et l'enregistrer dans un repository quelconque. Et ça, la grande force de ça, c'est que ça va me permettre de faire des multi-environnements d'une façon très simple. En gros, une fois que j'ai un cluster Kubernetes qui marche, je peux facilement le cloner, créer d'autres clusters identiques. Et là, ça va me permettre des choses qui avant étaient très complexes, avoir de vrais environnements de dev semblables à la prod, avec peut-être moins d'instances ou moins de power, mais conceptuellement identiques à la prod avec tous les éléments que vous savez sur votre prod. Ou avoir de vrais environnements de recettes. Qui n'a pas eu de problème avec des environnements de recettes qui n'étaient pas ISO-prod? Si votre prod est sur Kubernetes, vous pouvez cloner et créer à côté, peut-être certainement dans une plus petite échelle, mais des environnements de staging et de recettes qui sont identiques à la prod. Vous pouvez aussi faire des multiclusters. Nous, chez OVH, on croit dans cette idée-là que le futur, ça va être multi-cloud. Je ne pense pas que dans quelques années, les gens soient chez un unique fournisseur cloud ou seulement on-premise. Pour moi, ce qui semble logique, c'est qu'à terme, tout le monde aura des fournisseurs cloud au moins, si ce n'est que pour une question de fiabilité, mais aussi pour une question de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Avec Kubernetes, cela devient facile.
Vous pouvez déployer vos clusters à plusieurs endroits, sur plusieurs régions, dans un même fournisseur, chez vous et chez votre fournisseur, ou même chez des fournisseurs différents. Et ces clusters-là vont être identiques. Vous allez pouvoir déployer les mêmes choses dans cette infrastructure multicluster. Et un jour, bientôt, parce que Kubernetes commence à inclure de façon native le concept de fédération de clusters, vous pourrez faire vraiment les vrais multi-cloud, multi-cluster, c'est-à-dire piloter tous vos clouds depuis un point d'entrée unique. Kubernetes avait déjà fait une première version de la fédération l'année dernière, mais il n'était pas assez stable, ils ont arrêté le développement, et il y a une nouvelle version de la fédération Kubernetes qui est censée sortir cette année, et vu comme en général, ils sont assez carrés avec les dates, je pense que ça sortira dans les dates ou avec un petit retard, et ça va nous permettre de faire des vrais multi-cloud, multi-cluster avec Kubernetes. Je vois que le temps presse, donc on va passer maintenant sur un des modules qui permet de prendre un Kubernetes de base et l'ajouter énormément de fonctionnalités. Ce module, c'est Istio. Ça permet de faire des service mesh facilement. Mais c'est quoi un service mesh? L'idée, c'est il y a plein de choses que c'est compliqué à faire dans une infrastructure classique. Je vais vous donner quelques exemples. Faire des vrais A/B testing où vous déployez plusieurs versions du même appli et un pourcentage de vos clients va avoir une version A, l'autre pourcentage va avoir une version B et vous pouvez récolter les métriques et les ressentis de ces clients-là pour voir quelle version est plus intéressante. On parle par exemple de canary testing ou avant de mettre en production une nouvelle version pour tout le monde, vous pouvez la mettre, disons, pour 5 ou 10% de vos clients, voir si c'est stable ou non avant de faire la mise en prod sur les 95% restants. Ou des rolling upgrade où la mise en production ne se fait pas d'un seul coup, mais instance par instance pour qu'il n'y ait aucune interruption de trafic. On maintenant aussi un rolling rollback pour s'il faut revenir en version précédente et le faire en douceur, mais aussi des choses plus liées à la sécurité. Comment est-ce que vous êtes sûr que vos containers, ils ne parlent qu'aux containers auxquels ils devraient parler? Au cas où ils sont hackés ou il y a une faille quelconque, ils ne vont pas se balader partout dans votre infrastructure. Ou comment vous êtes sûr que le trafic entre containers est complètement chiffré sans devoir mettre le chiffrement dans vos applis, dans chacun de vos images? Tous ce type de choses sont possibles avec des services mesh comme Istio. En gros, en utilisant des sidecars, comme je vous avais dit, qu'il va mettre dans vos différents pods, vous allez pouvoir décrire, en utilisant toujours la façon par des fichiers de configuration, comment on décrit les infrastructures sur Kubernetes, que tel container, il peut parler avec tel autre, et pas avec le reste. Ou que le trafic interne entre des containers ou dans tout votre cluster va être en TLS, va être chiffré. Ou de l'extérieur, qui a le droit de parler avec les containers de votre cluster. Ou il va gérer la centralisation de tous les métriques et vous proposer directement une façon simple de voir l'état de votre cluster. Ou même, il va pouvoir faire une service mesh entre plusieurs clusters différents pour garantir que les communications entre clusters soient sécurisées et à minima bien définies. Tous ces types de choses sont possibles via Istio et pas qu'il y a d'autres solutions de service mesh possibles sur Kubernetes. Istio, pour moi, aujourd'hui, c'est la plus complète, mais il y a Linkerd ou d'autres que vous pouvez tester facilement. Et la morale qu'il faut retenir de cette slide, c'est surtout que Kubernetes étant complètement modulaire, il y a plein de projets qui vont prendre certains aspects de Kubernetes, le côté plus ou moins sécurité, service mesh pour Istio, mais il y a aussi pour les côtés métriques et monitoring ou pour d'autres, et vont étendre Kubernetes pour ajouter ces fonctionnalités-là. Et donc, vous pouvez, en partant de votre cluster Kubernetes de base, aller beaucoup plus loin. Donc, si vous voulez tester Kubernetes, et là, pour moi, c'est un autre des grands facteurs de succès de Kubernetes, la façon la plus simple de faire, c'est simplement utiliser Minikube. Minikube, c'est un packaging de Kubernetes qui tourne sur votre machine, sur votre laptop de développement.
il va lancer un binaire et à l'intérieur, il y aura un Kubernetes complet. Vous allez pouvoir tester tout ce dont on a parlé directement sur votre Minikube. C'est une piste de décollage idéale pour apprendre Kubernetes. Certes, si votre machine n'est pas trop puissante, votre petit cluster Kubernetes va ramer un peu, mais au moins vous pouvez vous faire la main et vous pouvez bien voir comment les différents éléments s'articulent simplement en utilisant Minikube. Par contre, là où il y a un énorme gap, c'est entre le passage d'un Minikube à un cluster Kubernetes de prod. Déjà, la première chose, c'est passer de Minikube à un cube que vous installez vous-même. Vous prenez quelques instances, quelques VM, vous prenez un outil comme KubeAdmin ou KubeSpray et vous montez un cluster à la main. C'est pas très compliqué, vous savez des tutos, vous les faites, ça va prendre un peu de temps. Mais déjà, on voit qu'un vrai cluster Kubernetes, c'est beaucoup plus complexe qu'un Minikube. Le problème, c'est que ce cluster Kubernetes que vous avez installé, il est tout sauf prêt pour la production. Il y a énormément de choses qu'il faut faire pour qu'un cluster Kubernetes de base soit prod ready. On parle de sécurité, on parle de résilience. Par exemple, Maxime n'a pas trop un système, mais quand on voyait le master, il y avait une pièce, le etcd, que c'est en gros la mémoire, le cerveau de votre cluster. Tous les éléments de master sont stateless, sauf ce etcd. Et c'est dans cet etcd que vous allez mettre tout l'état de votre cluster. Si par malheur, il arrive à mourir, être corrompu, disparaître, votre cluster serait une collection d'instances qui ne servirait pas à grand-chose. Donc, il faut être sûr que ce etcd, c'est mode cluster, avec assez de machines pour garantir un quorum, même si on perd une ou deux instances, etc. Même chose sur le volume partagé, même chose sur la sécurité. Donc, tester Kubernetes, installer un cluster pour voir qu'est-ce que c'est, mais sauf si vous avez vraiment vocation à le faire et les ressources et les sysadmins et DevOps qui ont le temps de se former, mon conseil serait ne pas aller en prod avec un cluster Kubernetes on-premise si vous n'avez pas l'expertise et le power en termes de personnes et compétences qui va avec. Donc, une solution facile pour ça, c'est de Kubernetes Manager. En gros, c'est une séparation des rôles. Vous allez avoir un full Kubernetes dans lequel vous allez pouvoir agir et derrière, il va y avoir quelqu'un dont le boulot c'est administrer, sécuriser et maintenir ce cluster qui va s'en occuper. Et donc ça, c'est la partie que Maxime va vous raconter. À toi, Maxime. Donc effectivement, Horacio, là je vais vous présenter un peu en 2 slides ce qui font les spécificités d'un cluster managé par votre provider et en l'occurrence de la solution Managed Kubernetes Service chez OVH. On va le voir sous 2 aspects. C'est déjà le premier jour, quand vous allez prendre en main le service, qu'est-ce que ça va vous apporter? Déjà, eh bien, ça se déploie dans l'ordre de quelques minutes. Entre le moment où vous finalisez votre commande et le moment où vous allez pouvoir interagir avec votre cluster au travers des outils comme KubeControl, on a un différentiel d'environ 3 minutes. À noter d'ailleurs qu'on continue à améliorer cela et que dans quelques semaines, au début du mois de mai, vous pourrez commander de multiples clusters dans une région directement via un call d'API sans avoir à passer par notre tunnel de commande. Le deuxième point, c'est que tous ces composants master, y compris toute la mise en place pour qu'ils soient hautement disponibles, ce que Horacio vient de vous préciser, eh bien, c'est mis à disposition gratuitement par le provider, par OVH. Donc, vous n'avez finalement qu'à payer les ressources des nœuds de travail, celles où vont tourner vos workloads métiers. Et on prend à notre charge le déploiement, la mise à jour et la haute disponibilité des composants du master. À noter d'ailleurs que notre solution, elle est certifiée par la Cloud Native Computing Foundation, la fondation open source qui gère Kubernetes, ce qui vous garantit en fait un fonctionnement identique avec d'autres providers qui seraient certifiés ou avec un déploiement que vous auriez fait on-premise avec une distribution commerciale de Kubernetes elle-même certifiée par exemple. Donc vous allez utiliser exactement la même API, les mêmes verbes et le comportement au final sera le même. À noter d'ailleurs que c'est un projet
projet extrêmement populaire et qui du coup est extrêmement bien documenté. Au-delà de la documentation, vous avez même tout un tas de plugins extensibles et d'outils fonctionnels comme ce qu'on appelle les chart Helm, qui est essentiellement un gestionnaire de paquets pour Kubernetes, qui vient en un fichier texte que vous allez télécharger. Vous présentez en fait un ensemble de containers Docker déjà bien configurés entre eux et déployables en une seule ligne de commande. Donc vous avez tout ça dès le premier jour, mais là où c'est très intéressant par rapport à un Minikube, c'est que c'est sécurisé et c'est prêt à scaler. Donc au début, vous allez, pour pouvoir utiliser Kubernetes chez nous, le prix de départ, entre guillemets, est de 22 € hors taxe par mois. C'est le prix de votre premier nœud de travail. Eh bien, vous allez pouvoir ensuite ajouter directement via l'interface graphique ou l'API un deuxième, un dixième, un centième nœud, et le comportement sera exactement le même et vous n'avez rien à faire pour passer finalement du test à la production. Alors que les solutions comme Minikube sont très pratiques pour tester, mais ensuite elles ne peuvent pas être amenées à la production. Et si on passe justement à la vision Day 2, donc finalement passage en production, qu'est-ce que va vous apporter une solution managée et particulièrement celle de VH? Eh bien, c'est plusieurs aspects. Le premier étant la gestion de tous les composants logiciels sous-jacents finalement à Kubernetes. Vous vous concentrez finalement sur votre charge métier, sur vos conteneurs. Et OVH va par exemple se charger non seulement de l'installation et du déploiement, mais aussi du maintien en conditions opérationnelles du système d'exploitation installé sur les nœuds. À la limite, vous n'avez même pas besoin de savoir de quel système d'exploitation il s'agit. On vous garantit que Docker fonctionne de manière standard dessus. Vous vous concentrez sur vos logiciels. Les composants master eux-mêmes de Kubernetes, les 5 composants qu'on a vus précédemment et bien d'autres, sont également font l'objet en fait de mises à jour, de bug fix et de security patch de manière quasiment hebdomadaire ou mensuelle. Et bien c'est votre provider, c'est OVH qui va mettre à jour ces composants selon une politique de mise à jour que vous allez définir directement dans votre espace client. Et si vous avez réparti intelligemment vos workloads sur différents nœuds de travail, ces mises à jour se feront de façon totalement transparente pour vos utilisateurs finaux. De la même façon, on va suivre en fait les nouvelles versions de Kubernetes. Kubernetes, c'est un projet qui est très actif. Une nouvelle version majeure sort tous les 3 mois. D'ailleurs, une version, la 1.14 est sortie ce matin. Nous allons, en tant que cloud provider certifié, vous proposer les dernières versions majeures de Kubernetes dans le trimestre qui suit la mise à jour majeure. À chaque fois, bien sûr, évidemment, des versions qui vont être testées et maintenues dans le temps par OVH pour des mises à jour mineures de sécurité. À noter bien sûr que, au-delà de la scalabilité dont on vous a parlé précédemment, c'est-à-dire que l'ajout de puissance de calcul et de stockage se fait en un clic ou en une ligne de commande et est opérationnel en quelques minutes, et bien l'ensemble de cette infrastructure, celle qui héberge les composants master, mais également vos nœuds de travail, font l'objet d'un SLA contractuel et sont monitorés, comme l'ensemble des autres infrastructures OVH, par nos équipes SRE. Et enfin, pour donner un peu de vision à plus long terme, eh bien, on va évidemment continuer à ajouter des fonctionnalités à Kubernetes, mais également intégrer toutes les fonctionnalités de l'ordre d'infrastructure disponibles par OVH au sein de Kubernetes. Horacio vous a parlé tout à l'heure du load balancer OVH qui fait l'objet d'une première intégration. On va continuer à l'améliorer tout au long de l'année. Dans la roadmap, on a également la compatibilité avec des nœuds de type bare metal, donc ressemblant à vos serveurs dédiés actuels. Aujourd'hui, on vous permet de gérer des machines virtuelles. Demain, vous pourrez de façon totalement transparente mixer des machines virtuelles et des machines physiques en tant que worker node. Également dans notre roadmap, la gestion du réseau privé d'OVH, le réseau VERAC, qui vous permettra d'isoler totalement votre cluster Kubernetes ou de mettre en place des ponts totalement sécurisés et éloignés d'Internet entre des logiciels installés au sein de votre cluster Kubernetes et sur d'autres produits d'infrastructure OVH, le cloud privé d'OVH de façon cross data center également. Voilà pour ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui et les différents avantages de notre offre Kubernetes. Pour rappel, cette offre est entièrement gratuite. Vous venez payer en fait finalement que les ressources de stockage et de calcul, les volumes persistants et les nœuds de travail au prix standard en fait du public cloud OVH, avec les avantages habituels du public cloud OVH comme le fait que le trafic entre les machines et vers Internet est entièrement gratuit.
Il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc en fait, je vais les parcourir dans l'ordre où elles nous sont arrivées. On avait d'abord une question un peu organisationnelle sur le webinaire, à savoir est-ce que vous allez avoir le support à la fin. Alors effectivement, le webinaire fait l'objet d'un enregistrement vidéo et il sera envoyé à l'ensemble des participants du webinaire dans les jours qui vont suivre. On a des questions également non spécifiques à Kubernetes, mais plus générales à notre organisation et où sont assemblés les serveurs. Les serveurs sont assemblés à Croix, dans le nord de la France, dans une nouvelle usine en fait qui a été mise en service cette année par OVH. Il faut savoir qu'on assemble nos serveurs nous-mêmes, en partie avec des châssis achetés à des fournisseurs, mais aussi certains châssis qu'on vient construire nous-mêmes. Les composants CPU, RAM, etc. sont évidemment des composants de grandes marques. On a une deuxième ligne de production en Amérique du Nord pour nos serveurs canadiens, américains. Et pour notre zone Asie-Pacifique, en fait, les serveurs sont assemblés soit en Europe, soit en Amérique du Nord, puis sont envoyés dans nos data centers en Asie-Pacifique. Ensuite, on rentre dans le concret de Kubernetes. Alors, on a un petit clin d'œil sur la réversibilité Kubernetes. Est-ce que c'est vraiment si simple? Alors, il y a bien deux choses à voir. C'est entrer et sortir de Kubernetes, on va être totalement transparent, ça demande une petite courbe d'apprentissage. Le gros avantage, c'est que Kubernetes est clairement le gagnant de la course à l'orchestration des conteneurs. Les derniers sondages, par exemple, de la CNCF montrent plus de 80% des entreprises qui utilisent des conteneurs en production le font avec Kubernetes. Donc là, entre guillemets, il n'y a plus débat, c'est des milliers de contributeurs actifs, etc. Par contre, le gros avantage de Kubernetes, c'est la réversibilité entre les cloud providers et dans une approche multi-cloud. Puisqu'effectivement, tous les grands cloud providers, et OVH en fait maintenant partie, vous proposent une offre Kubernetes managée, dans la plupart des cas certifié par la CNCF, ce qui va vous permettre véritablement, et c'est la première fois qu'un standard fait aussi consensus, d'utiliser exactement la même API d'un fournisseur à l'autre, ou on-premise quand vous avez des besoins très spécifiques pour être installé localement dans votre propre data center. On a ensuite une question sur le choix des OS. Est-ce que vous pouvez choisir les différents OS? Alors on a fait le choix chez OVH d'être sur un service totalement managé. Donc on vous permet pas le choix des OS. Pour l'instant, on ne supporte pas les containers Windows. On va continuer à réfléchir à voir si on peut proposer ça en production un peu plus tard. C'est encore un petit peu frais dans la communauté Kubernetes et on a assez peu de demandes. Du coup, on va continuer à réfléchir. Mais en tout cas, c'est le gros avantage de Docker et de l'abstraction des conteneurs. Vous n'avez pas à vous soucier de l'OS, on le gère pour vous. Donc vous pourrez trouver des détails sur les OS et la version de Docker exposée dans notre documentation. Mais encore une fois, c'est nous qui venons installer cet OS, le configurer de manière sécurisée et également le mettre à jour en temps réel dès qu'un patch de sécurité est proposé. Des questions encore sur Kubernetes. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur une autre question qui est: est-ce que j'ai un accès SSH sur les worker nodes? Eh bien non, pour la même raison, pour vous garantir en fait une sécurité totale. Vous êtes vraiment utilisateur de Kubernetes, vous êtes admin de Kubernetes à lui-même, vous avez tous les droits que vous auriez sur un cluster Kubernetes standard. Par contre, finalement, les prérequis, enfin tout ce qui se cache en dessous, entre guillemets, les nœuds de travail, etc., vous avez une visibilité totale via votre espace client, mais nous avons la main pour les maintenir en conditions opérationnelles. On vous décharge en fait finalement de cette responsabilité. On a deux questions sur la redondance et la scalabilité. Alors effectivement, on nous demande à quoi servent exactement les répliques assets. Alors ça a été expliqué un peu rapidement, mais effectivement, l'idée, c'est bien d'avoir une redondance et une distribution horizontale des pods sur un ou plusieurs nœuds de travail. C'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, une appli bien architecturée va prendre avantage finalement de cette scalabilité horizontale. À noter d'ailleurs que nativement dans le Kubernetes qui vous est livré, vous bénéficiez d'une fonctionnalité qui s'appelle les pods autoscaling. Vous allez pouvoir dire à Kubernetes, soit je te donne l'ordre d'avoir un nombre de pods bien précis, soit je te laisse l'ajuster finalement selon la charge sur un set de puissance de calcul donné. Et sur l'année 2019, on va aussi vous proposer ce qu'on appelle les nodes autoscaling, c'est-à-dire la capacité de donner à Kubernetes la capacité de lui-même ajouter et supprimer des nœuds de travail. Donc c'est prévu et ça vous sera mis à disposition dans quelques mois. On nous pose la question sur un scénario assez typique qui est dev recette prod. Est-ce que ça se fait par réplication?
Alors, comme Horacio vous l'a dit, la manière la plus propre de le faire aujourd'hui en production, c'est d'exporter en fait finalement la configuration du cluster Kubernetes, ça se fait littéralement en une ligne de commande, et de l'importer dans un second cluster, ce qui vous garantira vraiment un fonctionnement identique. Là aussi, la communauté est en train de maturer et d'ajouter finalement des fonctionnalités là-dessus sur un aspect qui a été également rapidement abordé dans la présentation, qui est ce qu'on appelle la fédération. En fait, finalement, la capacité de connecter les clusters entre eux pour leur donner l'ordre, par exemple, de s'auto-répliquer ou pour déployer qu'un cluster déploie des charges logicielles dans un autre. Ce sera normalement aussi un petit peu plus stable en fin d'année 2019, donc dans la foulée, on vous proposera ces fonctionnalités de fédération. On a des questions sur l'observabilité. Est-ce que OVH fournit des services de métrique ou de remontée de log prêts à l'emploi? Aujourd'hui, OVH propose deux produits qui sont Metrics Data Platforms et Log Data Platforms, qui vont aller de l'acquisition jusqu'au dashboarding, à l'alerting, etc., de manière très performante et un coût quantité de données, performance très très intéressant. On n'a pas encore complètement intégré ça à Kubernetes, mais on a un billet de blog qui explique très bien comment le faire. On est nativement compatible avec tous les standards. Par exemple, si vous utilisez Prometheus, qui est le standard de fait de Kubernetes, vous allez pouvoir connecter ça très facilement. Et on va continuer à aller plus loin dans l'intégration en vous proposant de l'observability en quelques clics, là aussi dans les prochains mois. On a, alors les questions tombent, du coup on va aller un petit peu plus vite. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on reviendra par mail, on a vos coordonnées. On a des questions sur les services stateful, notamment les bases de données et qu'est-ce qu'on met à disposition pour ça. En standard, aujourd'hui, quand vous allez créer un volume de données persistant, ce qu'on conseille de faire pour les services stateful, vous allez pouvoir choisir parmi les deux tiers les deux classes en fait de stockage qui sont mises à disposition dans le public cloud OVH. On vous conseille pour des bases de données persistantes, desquelles ont un trafic relativement conséquent, d'utiliser le type de stockage haute performance qui vous permet des IO compatibles avec la base de données. À noter d'ailleurs, et je reviens finalement au côté future-proof de mon dernier slide, que nos amis en interne du stockage sont en train de travailler sur un set avec des performances encore bien meilleures, toujours un qualité-prix très intéressant, et que dès qu'ils le mettent à disposition, il sera pilotable via Kubernetes. On a également des questions sur le on-premise et si je veux utiliser Kubernetes on-premise, est-ce que c'est faisable sans être expert? On a des questions encore sur Minikube, comment ça se présente. Donc je vais répondre un peu aux deux questions en même temps. Faire un Kubernetes on-prem pour tester, c'est relativement simple, c'est bien documenté. Il y a des outils comme kubeadmin, comme kubespray, ou comme Minikube qui permettent de le faire. Alors Minikube avec la forte limite d'être monomachine, mais les autres outils permettent d'avoir quelque chose qui a un comportement relativement semblable à ce que vous voudrez en production. Toutefois, si vous voulez quelque chose qui soit hautement disponible et sécurisé, non, effectivement, aujourd'hui, ça demande de l'expertise. Alors, il y a des sociétés spécialisées, tous les grands du conseil peuvent vous proposer ce service-là. À noter, par exemple, qu'on a certains clients OVH qui utilisent une solution de Platform9 pour installer eux-mêmes un Kubernetes, par exemple, sur des serveurs bare metal ou on-premise chez eux. C'est un exemple de fournisseur qui vous le propose. Dans tous les cas, pour la production, on vous conseille d'être accompagné ou de recruter des experts de Kubernetes on-prem ou d'utiliser des solutions managées comme celle d'OVH. On nous pose la question sur les images Docker. Est-ce que les images qu'on va déployer dans Kubernetes ont des spécificités ou est-ce que ce sont les mêmes images qu'on déploierait avec une ligne de commande Docker ou avec Docker Swarm? Eh bien, ce sont bien les mêmes. Toutefois, Kubernetes permet d'aller encore plus loin avec un système de paquets qui s'appelle Helm, H-E-L-M, et qui vient finalement, au-delà d'une image donnée, amener une configuration pour exposer les pods entre eux, pour venir configurer toutes les ressources dont vous a parlé Horacio tout à l'heure.
L'ajout des nodes chez OVH peut-elle se faire via l'API au lieu de l'IHM OVH? Alors effectivement, pour ceux qui ont déjà utilisé le produit, la manière la plus simple d'ajouter des nouveaux nœuds de calcul, c'est via votre espace client OVH, mais c'est également disponible via l'API V6 OVH, et on va continuer l'intégration avec Kubernetes depuis très peu de temps. En fait, l'API peut être étendue avec des plugins, et on va pouvoir étendre l'API de Kubernetes avec des fonctionnalités spécifiques à OVH, comme l'ajout de nœuds de travail dans le public cloud OVH, mais c'est déjà automatisable via l'API V6 HTTP en fait d'OVH. Au niveau le cluster est-il disponible dans des temps d'accès convenables? Donc comme je vous l'ai dit, on est de l'ordre de 3 minutes, 3 à 5 minutes entre la commande et la livraison du cluster. On a des questions sur les SLA de Kubernetes. Eh bien, pour tout ce qui est des ressources nœuds de travail et volume de stockage, on est sur les SLA standards du public cloud OVH. Donc, je vous réfère au contrat, mais de mémoire, on est à 99,99% de SLA. Et pour le service additionnel de Kubernetes, c'est en l'occurrence la disponibilité de l'API serveur de Kubernetes, on est vraiment sur les standards du marché, à savoir un SLO de 99,5%. À noter d'ailleurs, c'est important de le savoir dans la manière dont est architecturé Kubernetes, que si cette API venait à subir un temps d'indisponibilité, eh bien tous vos services finaux aux clients ne sont pas impactés. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On est sur des questions peut-être un peu spécifiques. Ah, j'ai une question sur est-ce qu'on a une rubrique Kubernetes sur le forum? Alors oui, sur Community, le Community de VH, vous allez trouver une entrée Manage Kubernetes Service. On a également un chan Gitter, pour ceux qui connaissent Gitter, giter.im/ovh/Kubernetes, sur lequel vous pouvez interagir entre utilisateurs de notre solution, mais également régulièrement on a des gens de l'équipe qui vont s'y connecter. On a des petites questions sur le load balancer et sur la tarification des load balancers. Alors on est sur une preview entièrement gratuite des load balancers jusqu'à la fin de l'été, et courant de l'été on vous communiquera en fait le tarif final qui sera très compétitif par rapport à la concurrence, et ce sera bien un load balancer entièrement cloud, spawnable sous l'ordre de quelques minutes et facturé à l'usage. Voilà, après on a des questions qui sont peut-être un peu plus spécifiques et on va revenir vers vous directement par email. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui vont intéresser un peu tout le monde, et on a un petit peu dépassé l'horaire. Du coup, je vais souhaiter en fait un bon appétit et une bonne fin de journée. On vous retrouvera pour d'autres sessions un peu plus expertes sous forme de webinars un peu plus tard dans l'année. N'hésitez pas à surveiller les newsletters de VH et la communication du groupe. Merci à vous pour votre attention. Vous étiez très nombreux aujourd'hui. Merci aussi pour vos questions. Et je vous souhaite encore une fois une bonne fin de journée de la part d'Horacio, de Rémi et de moi-même. Bonne journée à tous. Au revoir.